Bonjour tout le monde. Comme ma vidéo sur la vraie valeur de l'or a plutôt pas mal marché, j'ai voulu faire la même chose avec l'argent. La vraie valeur de l'argent métal, un sujet super intéressant. Et pourtant, j'ai rapidement renoncé à faire le calcul moi-même. Je vous dis pourquoi tout de suite après. Rassurez-vous, il y a quand même des chiffres qui se dégagent. Je trouve que le plus important, c'est de vous transmettre en quelques minutes toutes les infos que j'ai pu trouver en 2 semaines de recherche pour que vous ayez votre propre idée sur l'argent métal. Le cours est à plat depuis 1 an, mais ça bouge pas mal en coulisses. Oui, ici en haut là, c'est ma Monster Box de Philharmonic. À la fin de la vidéo, pour les plus curieux d'entre vous, on regardera où j'en suis. Alors bien sûr, parmi les informations que j'ai trouvées les plus intéressantes, beaucoup sont fournies par des gens qui ont intérêt à dire que l'or et l'argent vont monter. Leur opinion est, je pense, forcément au moins un petit peu biaisée dans ce sens. Je vais donc essayer d'être aussi critique et objectif que possible. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, alors c'est parti. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai renoncé à calculer moi-même ? Je me suis rendu compte de 2 choses. Premièrement, c'est incroyablement difficile comme sujet. Les chiffres sont beaucoup moins faciles à trouver que pour l'or. De plus, en faisant mes recherches, je suis tombé sur cette vidéo, qui s'essaye déjà à l'exercice, donc plutôt que de tout recommencer bêtement, je vais m'appuyer dessus. Je vous mets le lien en description et je vous encourage à aller la voir, c'est assez bien fait. Pour ceux qui n'aiment pas les vidéos en anglais, je vous en extrais l'essentiel. En gros, Mike Maloney part du pic à 50 $ du cours de l'argent en 1980 et il actualise ce prix de 50 $ par once d'argent en prenant comme référence par exemple l'indice des prix à la consommation, le prix moyen des maisons, la variation de certains agrégats monétaires. Avant de passer à ces résultats, j'ai 2 petites réserves sur cette vidéo. La première, c'est que Mike Maloney possède Gold Silver, un gros site de vente de métaux précieux aux États-Unis. Donc évidemment, il ne dira jamais que l'argent va baisser, c'est pas dans son intérêt. Je ne dis pas que sa vidéo est de mauvaise foi, je dis juste qu'il faut la regarder avec un minimum de recul. La seconde réserve, c'est qu'il a choisi comme prix de référence pour l'argent le pic de 1980. Alors oui, ce moment de l'histoire est particulier, tensions géopolitiques notamment avec l'Iran et inflation assez forte, mais bon, je trouve ça assez arbitraire, parce que c'est au même moment que le marché a été manipulé à la hausse par les frères Hunt. Je vous mets un lien vers les détails en description. Bref, le cours aurait pu s'arrêter à 40 ou monter jusqu'à 60. Utiliser ce chiffre de 50 qui ne repose sur rien de tangible, je pense que ça donne des résultats artificiellement spectaculaires. Ceci dit, c'est pas pour autant qu'on ne peut rien tirer de la vidéo. Regardez, en faisant la moyenne de tous les moyens d'ajustement qu'il utilise, il a quand même exclu du calcul les plus extrêmes, on arrive à un multiplicateur de 15 par rapport à 1980, ce qui donnerait un prix de 750 $ actuels par once d'argent. Je salue le travail qui a été fourni, mais je le trouverais beaucoup moins partial si au lieu de 50 $, il avait retenu le prix juste avant et juste après ce pic énorme. Le prix normal de l'époque en fait, 5 $ par once. 15 fois 5 $, ça fait un prix de l'argent métal ajusté pour aujourd'hui à 75 $. C'est beaucoup plus raisonnable et on est quand même à 3 fois le cours actuel. Sur la base de ce chiffre, on peut effectivement penser que l'argent métal est sous-évalué en ce moment. Pour la suite, et c'est là le plus intéressant, je vais utiliser un article publié sur le blog du site or.fr et les dernières vidéos d'Andrew Maguire. Tout ça est absolument édifiant. Je passe rapidement sur le revirement qui semble s'opérer en cette fin d'année. La Turquie et l'Inde se sont mises d'un coup à acheter des milliers de tonnes d'argent alors que c'était le calme plat jusqu'à l'été dernier. La demande, elle augmente d'année en année apparemment, et il est probable que ça continue si on veut produire des panneaux solaires. Je vous laisse aller lire l'article en description pour connaître tous les chiffres. Je choisis de me focaliser en particulier sur 2 choses très importantes à mes yeux pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. D'abord, le décalage permanent entre la production et la demande. Il manque environ 250 millions d'onces par an. Ça fait dans les 7000 tonnes quand même. Et bien sûr, ça se cumule d'année en année. Alors pour l'instant, on ne voit rien puisqu'il y a du stock disponible, déjà extrait. Seulement voilà, le stock c'est bien gentil, mais ça montre rapidement ses limites. Selon le Silver Institute, il y a maintenant moins d'argent que d'or disponible sous la forme de pièces d'investissement et de lingots. Moins d'argent que d'or disponible. De l'argent, il suffit d'en trouver. Il n'y a pas des réserves dans le sol ? Si, il y en a, beaucoup. Environ 500 000 tonnes. Mais le problème n'est pas là. On a un grand réservoir, si vous voulez, mais on ne peut en récupérer le contenu que par un tout petit robinet. Et comme le prix actuel de l'argent est très très bas, eh bien personne n'a envie d'investir pour remplacer le robinet actuel par un plus gros. Dit autrement, investir pour ouvrir de nouvelles mines ou augmenter la production des mines existantes. Et même si le prix augmentait considérablement, on aurait des volontaires pour investir. Mais comme pour tous les métaux, ouvrir de nouvelles mines, ça prend du temps, beaucoup de temps. Le patron d'une grosse société minière de cuivre aurait indiqué que même si le prix du cuivre doublait instantanément, il lui faudrait tout de même au moins 8 ans, peut-être 10 ans, avant de réussir à augmenter la production de ces mines. Et tout ceci est confirmé par Dave Kranzler, président de Hedge Fund, qui dit qu'il est impossible d'ouvrir une mine en moins de 10 ans.
Il est donc convaincu que la pénurie qui va arriver en 2022 durera au moins 10 ans, le temps d'augmenter la production. Deuxième passage très intéressant, les révélations récentes d'Andrew Maguire, un spécialiste britannique des métaux précieux. Je vous ai déjà parlé de la manière dont les market makers du COMEX, de grandes banques, jouent avec le cours de l'argent et les investisseurs particuliers, comme un chat avec une souris. Eh bien, on nous apprend aujourd'hui que ces mêmes banques se livrent à un nouveau manège tout à fait étrange. Andrew Maguire est négociant en métaux précieux, c'est son métier. Il passe sa journée à en acheter et à en vendre. Et au mois de novembre dernier, un de ses gros fournisseurs lui annonce au téléphone qu'il est désolé, mais qu'il n'a plus rien à lui vendre. La banque Standard Chartered vient de lui acheter tout ce qui lui restait pour 2021, ainsi que pratiquement toute la production 2022, d'un seul coup. Petite parenthèse, ça s'appelle une transaction OTC, Over the Counter. En gros, c'est un accord bilatéral entre l'acheteur et le vendeur, mais c'est parfaitement opaque, personne d'autre n'est au courant. C'est bien pratique quand on veut rester le plus discret possible, même si ça coûte plus cher que de passer par le marché public, entre guillemets. En l'occurrence, la banque Standard Chartered a dû payer une prime pour passer devant tout le monde et s'assurer de pouvoir prendre livraison. Je vous parlais il n'y a pas longtemps d'une scission du marché qui pourrait avoir lieu, avec le papier d'un côté et le physique de l'autre. Et je dis scission parce que le papier aurait un prix et l'argent physique aurait un autre prix. Je vous ai fait un petit dessin. L'acheteur, soit il veut jouer avec du papier, soit il a vraiment besoin du métal. Le papier s'achète au cours spot de l'argent. Bon, ça fait quand même un petit peu cher pour du papier. Le physique, si on le veut vraiment, eh bien on paye une prime. Cette situation, en tant qu'acheteur particulier, on y est habitué. Quelque part de SLV, et vous êtes exposé au cours de l'argent, vous devenez également la cible des banques comme JP Morgan, et si vous voulez les pièces dans vos mains, eh bien il faut payer une prime. Une prime acceptable quand le marché est détendu, et beaucoup plus forte si tout le monde en veut. Eh bien il semblerait que cette situation s'applique maintenant également aux gros poissons. Fin de la parenthèse. Andrew Maguire s'aperçoit que le jour même où son fournisseur est dévalisé, des ventes à découvert considérables apparaissent sur le COMEX. En fait, il nous explique que les vendeurs à découvert ne font que couvrir la position physique qu'ils viennent d'acquérir, en shortant le COMEX. La banque a du stock, elle se protège donc contre une baisse éventuelle du cours en vendant à découvert. C'est à ça que sert le marché des futurs à la base, se protéger contre une évolution défavorable du prix de quelque chose. C'est parfaitement compréhensible quand on voit le tableau en entier, mais seulement le trader de base, lui, il ne voit que la partie vente de la transaction sur le COMEX. Il ne voit pas l'achat sur le marché physique qui a précédé. Vu de l'extérieur, tout se passe comme si Standard Chartered était net short, alors qu'en fait pas du tout, ils ont des tonnes d'argent physique. En voyant ces positions short s'accumuler et le cours commencer à chuter, tout le monde cherche à vendre, le cours baisse encore plus, et devinez qui en profite pour acheter à ce moment-là. Ça fait bien longtemps que le marché de l'argent papier, parce qu'il est beaucoup plus important en volume, dicte le cours de l'argent physique. Il est dit dans l'article que le cours est maintenu, grosso modo, au prix de revient des mines les plus rentables. Ça, je ne peux pas le vérifier, mais ça semble logique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe très peu de mines d'argent. La majorité de l'argent extrait du sol chaque année, on tombe dessus en cherchant autre chose, de l'or par exemple. L'argent n'est pas assez cher pour qu'on creuse exprès pour en trouver. C'est également cohérent avec les décisions du mineur First Majestic de suspendre ses ventes cette année. Il préfère garder le métal en attendant de pouvoir le vendre plus cher, ce qui veut dire qu'il couvre à peine ses coûts au prix actuel. Tout ça c'est bien joli, mais ça fait très longtemps que ça dure. Pourquoi est-ce que ça changerait maintenant ? D'abord, les accords de Bâle III finiront peut-être un jour par entrer en vigueur. Je rappelle qu'il est simplement question d'obliger ceux qui veulent shorter, l'argent notamment, à avoir réellement de l'argent métal en quantité équivalente. Ça modifiera peut-être le comportement des market makers, comme on vient de le voir avec Standard Chartered. Et puis surtout, dans un contexte de pénurie naissante, les positions des uns et des autres sont de plus en plus difficiles à cacher. Si vous voulez 1000 tonnes d'argent physique, eh bien à partir de maintenant, ça va se voir, même si la transaction n'est pas publique. L'assèchement du marché aura 3 acteurs principaux. Les banques, si elles sont obligées d'en acheter pour respecter les ratios imposés par le régulateur, les industriels, que ce soit dans le domaine du solaire, de l'automobile, du médical et j'en passe. Et enfin, il y a la vente au détail. Le groupe Reddit Wall Street Silver, alors qu'il n'avait que quelques dizaines de milliers de membres, avait réussi, fin janvier 2021, à provoquer une hausse de 15% du cours. Maintenant, ce sont 172 000 personnes qui accumulent l'argent et qui en parlent publiquement. De plus, si le cours part à la hausse, une partie des 11 millions de membres du groupe Wall Street Bet pourrait se joindre à la fête. Dave Kranzler, à ce sujet, ne pense pas que les particuliers puissent à eux seuls renverser le marché, mais qu'à la marge, l'assèchement du marché de détail pourrait bien faire basculer la situation. On verra ce qui se passera au prochain Silver Squeeze. Je laisse de côté les États, car je n'ai pas creusé le sujet, mais on a vu que certains avaient déjà fait leur marché. Et maintenant, par souci d'objectivité, qu'est-ce qui pourrait faire que l'argent se comporte en 2022 pareil qu'en 2021, c'est-à-dire
aucune évolution. Déjà, il faut savoir que ceux qui sont aux manettes ont l'habitude. Ça fait des dizaines d'années qu'ils réussissent à tenir le marché. Donc, balle 3, il n'est pas impossible que ça les fasse bien rigoler, vu le temps qu'ils ont eu pour s'y préparer. Au pire, ce serait comme un petit caillou dans leurs chaussures. Deuxièmement, la pénurie, on s'y dirige, certes, mais on n'y est pas encore. Si elle se profile vraiment, eh bien il y a un remède très simple. Arrêtez de fournir en argent l'US Mint, la monnaie royale canadienne, la Royal Mint, la Perth Mint et la monnaie autrichienne, et vous aurez pas mal réduit la consommation mondiale d'argent. Les primes vont partir sur la Lune pour le marché de détail. Mais ça tout le monde s'en moque, parce que c'est à part. Certains disent que tant que les gros industriels arriveront à se procurer le métal, eh bien le prix n'a aucune raison de bouger. Et enfin, je me mets à la place des banquiers centraux. Je me dis que ce serait pas marrant de voir le cours de l'or ou de l'argent faire x2 ou x3. S'ils le peuvent, ils essaieront de l'empêcher. Ça fait quand même désordre quand on essaye de masquer l'inflation. Et on passe à la Monster Box. Pour ceux qui ne connaissent pas, une Monster Box d'argent, c'est une boîte conçue pour contenir 500 onces d'argent, conditionnées en tubes de 20 ou de 25 selon le fabricant. 20 tubes de 25 pour les Britannia par exemple, mais ça là c'est une Monster Box de Philharmonic. Et les tubes, ils font 20 pièces. Il faut donc 25 tubes pour la remplir. L'année dernière, la première fois que je vous en avais parlé, j'avais 3 tubes. Je devais finir la première ligne cette année et aller aussi loin que possible dans la deuxième. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Ça s'est plutôt pas mal passé, regardez. Et voilà, il manque encore 6 tubes. Pour 2022, ça devrait être jouable. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai économisé, comme beaucoup d'entre vous, et j'ai surtout retiré mon argent des fonds euros que je possédais en assurance vie. Je l'ai placé en partie ici, tout au long de l'année. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne peux que vous inciter à vous renseigner si vous en possédez. J'ai fait 1 ou 2 vidéos sur le sujet, que je vous rajoute en description. Je devais également garder un prix de revient inférieur à 23 € par once sur la totalité de mon stock. J'ai donc acheté quelques pièces un peu moins chères, et mission accomplie, 22,88 € en moyenne. En 2022, je vais continuer bien sûr, peut-être entamer une nouvelle Monster Box, mais le rythme devrait ralentir un petit peu car j'ai hélas moins d'argent à y consacrer maintenant. Oui, les lignes bougent, mais ça fait des décennies maintenant que tout le monde dit que l'argent est sous-évalué, qu'il doit exploser à la hausse. Je suis d'accord sur le raisonnement, mais j'ignore bien sûr si tout ça va se concrétiser en 2022. La seule chose dont je suis convaincu, c'est que dans 15 ou 20 ans, je serai bien content d'avoir stocké de la valeur de cette façon-là. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter? Comme d'habitude, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vous qui allez décider. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que 2022 verra enfin l'argent monter significativement ou pas? J'ai certainement aussi oublié de mentionner quelque chose d'important au sujet de l'argent aujourd'hui, une question que vous vous posez. Rajoutez tout ça, s'il vous plaît, dans les commentaires, et j'en parlerai peut-être lors d'une prochaine vidéo. En parlant de nouvelles vidéos, ce sera la semaine prochaine. D'ici là, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.